Le cinéma d'animation, une forme d'art bien particulière qui permet une liberté nouvelle pour les cinéastes et une créativité qui dépasse les limites du cinéma live. Historiquement parlant, l'animation est même antérieure au cinéma des Frères Lumière. Le théâtre d'optique d'Émile Reynaud offre déjà l'illusion du mouvement. Au cinéma, le dessin animé apparaît avec James Stuart Blackton, et ses dessins animés amusants, depuis The Enchanted Drawing jusqu'à Humorous Faces of Funny Face. Arrive ensuite Winsor McCay et son dessin animé Gertie le dinosaure, où il invente le système de boucle où un même mouvement se répète à partir des mêmes dessins. Les frères Fleischer inventent la rotoscopie permettant d'animer des dessins sur une prise de vue réelle. Et enfin, Raoul Barré met au point de nouvelles feuilles à dessin, permettant de calquer le dessin précédent plus facilement. Le dessin animé se développe peu à peu jusqu'à réaliser un premier long métrage à l'apostole de Quirino Cristiani. Mais lorsqu'on pense à l'animation, le premier mot qui nous vient en tête c'est Disney. Son fondateur, Walt Disney, ayant commencé avec quelques courts-métrages, avec pour mascotte le lapin Oswald avant de le remplacer par la célèbre souris Mickey, réalise en 1937 Blanche-Neige et les 7 nains, utilisant une nouvelle technique révolutionnaire pour donner de la profondeur au décor en superposant plusieurs calques. La suite, nous la connaissons, Disney enchaîne les longs métrages à succès pour en faire l'un des mastodontes du cinéma d'animation. En parallèle, bien d'autres productions arrivent, avec entre autres Tex Avery qui souhaite profiter des avantages de l'animation pour proposer des films impossibles à faire en live. Dans les années 90 apparaissent Pixar et les premiers films d'animation en 3D générés par ordinateur. On peut citer également DreamWorks et ses films qui ont marqué toute une génération. Très rapidement, l'animation s'est répandue dans le monde entier. Au Japon, les animés ont rapidement connu un vif succès et les studios Ghibli se sont imposés parmi les maîtres de l'animation. En Europe aussi, l'animation n'est pas en reste. En France, l'animation proposée par les studios Xilla notamment connaissent un vif succès, au même titre que Michel Oslo pour ne citer que. En Angleterre, ce sont les studios Aardman qui se sont imposés, notamment dans le domaine de la stop motion. Technique connue depuis bien longtemps, utilisée principalement pour les effets spéciaux, mais qui a aussi et depuis très longtemps été utilisée pour le cinéma d'animation. Cela fonctionne si bien que de nombreuses autres techniques apparaissent, comme la capture de mouvement. Certains films n'hésitent d'ailleurs pas à mélanger prise de vue réelle et animation. L'animation est donc un style très important dans l'histoire du cinéma. Steamboat Willie, par exemple, est le premier métrage à aligner parfaitement le son à l'image. Vous l'aurez donc compris, le cinéma d'animation s'est rapidement déployé partout dans le monde, avec des studios qui connaissent de nombreux succès. L'animation est donc un art très polyvalent, pouvant prendre bien des formes et s'adapter à bien des registres. Et pourtant, malgré son succès, force est de constater que l'animation a souvent été considérée comme un art à part, voire même un art en dessous des autres. Cette impression est-elle fondée ou au contraire repose-t-elle sur des idées reçues que nous pourrions avoir ? Tout d'abord, nous sommes nombreux à faire la différence entre film en prise de vue réelle et l'animation, car ils ne proposent pas les mêmes idées de mise en scène. Comme dit tout à l'heure, des réalisateurs comme Tex Avery et bien d'autres après lui ont voulu profiter du pouvoir de l'animation pour proposer des images surréalistes que l'on ne pourrait pas voir dans des films live. Il faut dire que jusque dans les années 90-2000, le public n'était habitué qu'à deux types de films, filmés ou dessinés. Il faut aussi dire que l'arrivée des effets spéciaux numériques, donc animés, qui ont remplacé les effets spéciaux en stop motion, ont pris cette tendance à troubler la frontière entre prise de vue réelle et animation. Une frontière d'autant plus troublée que les grands studios ont décidé de refaire leurs propres films en live, là où les scénarios d'origine étaient créés tout particulièrement pour l'animation. Un autre argument à porter, c'est aussi parce que le public cible de l'animation a souvent été la jeunesse. Une stigmatisation qui tend à penser que, puisque le public est plus jeune, l'œuvre est certainement de moindre qualité par rapport à un film destiné à un public plus mature. S'il est vrai que l'animation est historiquement rattachée à l'enfance et qu'encore aujourd'hui la plupart des films d'animation sont à destination de la jeunesse, cela a tendance à changer et à évoluer. Aujourd'hui, nous voyons de plus en plus apparaître un cinéma d'animation à destination des adultes,
depuis des séries comme Les Simpsons jusqu'aux longs métrages comme Anomalisa, en passant par des documentaires animés comme Flea. Si la cérémonie des Oscars date de 1929, il faut quand même attendre 2002 pour qu'une catégorie s'ouvre à l'animation. Cela n'a heureusement pas empêché certains films d'animation de se démarquer avec par exemple Blanche-Neige et les 7 nains, ayant reçu un Oscar d'honneur en 1937, ou bien La Belle et la Bête de recevoir l'Oscar de la meilleure musique en 1992. On peut également souligner le Festival d'Annecy, spécialisé dans l'animation. Bref, la perception que nous nous faisons de l'animation est souvent sculptée par l'ensemble de nos références culturelles. La génération ayant vécu dans les années 90-2000 par exemple, a vécu avec un plus large panel de dessins animés, y compris en grandissant avec une animation plus adulte. S'il reste donc encore un long chemin à faire, la réputation de l'animation a l'air de s'améliorer avec le temps, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.